Sous les plaines poussiéreuses de la Cappadoce, en Anatolie centrale, s'étend un réseau souterrain d'une complexité remarquable. Derinkuyu, dont le nom turc signifie simplement puits profond, fut redécouvert en 1963 lorsqu'un habitant local, en rénovant sa maison, perça accidentellement une paroi menant à une chambre enfouie depuis des siècles. Ce que les archéologues explorèrent par la suite représente l'une des structures souterraines les mieux préservées du monde antique. Une ville creusée dans la roche volcanique de Tuf, s'enfonçant sur au moins 18 niveaux, capable, selon les estimations, d'abriter entre 20 et 40 000 personnes avec leurs animaux, leurs provisions et leur système de ventilation. Les premières traces d'occupation de la région remontent à l'âge du bronze, bien que les phases d'expansion majeure de Derinkuyu soient généralement associées aux périodes phrygiennes et byzantines. Les raisons précises qui poussèrent les populations à creuser aussi profondément demeurent partiellement ouvertes à l'interprétation. Les textes anciens offrent des indices fragmentaires, la géologie locale explique certains choix techniques, et l'histoire militaire de la région fournit un contexte significatif. Aucune réponse unique ne s'impose avec certitude. Sous les plaines de la Cappadoce, à plusieurs dizaines de mètres sous la surface, la roche parle avant les hommes. Elle précède toute civilisation, toute intention humaine, toute décision de creuser. Pour comprendre Derinkuyu, il faut d'abord comprendre la matière dans laquelle cette ville fut taillée, car la roche n'est pas un simple décor, elle est la condition même de l'existence du lieu. Sans ses propriétés particulières, rien de ce que nous appelons aujourd'hui Derinkuyu n'aurait été possible. La Cappadoce repose sur une géologie volcanique d'une singularité remarquable. Il y a environ 9 à 3 millions d'années, les volcans Erciyes et Hasan, deux massifs imposants de l'Anatolie centrale, entrent en éruption de manière répétée et prolongée. Ces éruptions ne produisent pas uniquement de la lave. Elles projettent des quantités considérables de cendres volcaniques, de ponces et de débris pyroclastiques qui se déposent sur des centaines de kilomètres carrés, formant des couches sédimentaires d'épaisseur variable. Avec le temps, sous l'effet de la compression, de l'humidité et des processus chimiques naturels, ces dépôts se consolident en une roche que les géologues nomment le tuf volcanique, ou ignimbrite selon sa composition précise. Le tuf cappadocien présente une caractéristique mécanique rare et déterminante. Frais ou légèrement humide, il est relativement tendre. Un outil de métal ou même de pierre bien affûté peut l'entailler, le creuser, le façonner avec un effort modéré comparé à d'autres roches comme le granit ou le calcaire compact. Cette tendresse initiale permit aux populations anciennes de tailler des chambres, des couloirs, des escaliers et des puits avec des outils simples, sans nécessité de technologies sophistiquées. C'est une fenêtre mécanique rare dans l'histoire de l'architecture souterraine, la roche elle-même invite à être habitée. Mais le tuf ne reste pas tendre indéfiniment. Exposé à l'air sec, il se solidifie progressivement. Les parois creusées durcissent avec le temps, acquérant une résistance structurelle supérieure à leur état initial. Ce phénomène, connu sous le nom de durcissement par carbonatation et séchage, signifie que les tunnels et les chambres de Derinkuyu sont devenus plus solides après leur excavation qu'ils ne l'étaient au moment où les outils les ont traversés. La construction souterraine en tuf cappadocien présente ainsi une logique inverse à celle de la construction en surface. Le temps renforce ce qui a été construit plutôt que de l'éroder immédiatement. Les propriétés thermiques du tuf constituent un autre facteur central. La roche volcanique agit comme un isolant naturel d'une efficacité remarquable. À 10 mètres de profondeur, la température dans les galeries de Derinkuyu se maintient aux alentours de 13 à 15 degrés Celsius en toute saison. En surface, la Cappadoce connaît des étés atteignant régulièrement 35 à 40 degrés et des hivers pouvant descendre à -20. Cette stabilité thermique souterraine représente un avantage considérable pour la conservation des aliments, le confort humain et la protection des animaux. Elle constitue une ressource naturelle que les populations locales ont manifestement reconnue et exploitée sur de longues périodes. La porosité du tuf joue également un rôle dans la circulation de l'air. Le réseau de ventilation de Derinkuyu, qui comprend des puits verticaux plongeant sur plusieurs dizaines de mètres, fonctionne en partie grâce aux propriétés absorbantes et respirantes de la roche environnante. L'humidité est régulée, l'air circule et les espaces souterrains demeurent habitables sur de longues durées.
Les archéologues qui ont étudié le système de ventilation estiment qu'il reflète une connaissance empirique approfondie du comportement de l'air dans ces structures rocheuses, une connaissance acquise vraisemblablement par observation et expérimentation sur plusieurs générations. La géologie cappadocienne n'explique pas à elle seule pourquoi des communautés humaines choisirent de s'enfoncer aussi profondément dans la terre. Elle explique pourquoi elles le purent. La distinction est fondamentale. D'autres régions du monde possèdent des roches tendres, des géologies favorables à l'excavation, sans que des villes souterraines de cette ampleur aient jamais été construites. La matière ouvre une possibilité. Elle ne crée pas l'intention. Pour comprendre l'intention, il faut regarder ailleurs, vers l'histoire, vers les textes, vers les conditions humaines qui transformèrent une opportunité géologique en une nécessité vécue. Ce que la roche de tuf nous dit en premier, avant toute interprétation historique, c'est que Derinkuyu n'est pas un accident. Ce n'est pas une curiosité isolée, c'est le produit d'une rencontre entre une géologie particulière et une volonté humaine persistante, une volonté que nous ne comprenons encore qu'imparfaitement, mais que nous pouvons commencer à examiner couche par couche, niveau par niveau, en descendant lentement vers ce que l'archéologie nous permet d'atteindre. La Cappadoce n'a jamais été une région périphérique. Cette évidence géographique est souvent négligée par ceux qui imaginent la Cappadoce comme un territoire isolé, un plateau reculé où des populations marginales auraient cherché refuge dans la roche faute d'alternative. La réalité historique est considérablement plus complexe. Pendant des millénaires, la Cappadoce occupa une position stratégique au carrefour des grandes civilisations de l'Antiquité proche orientale et méditerranéenne, et cette position influença directement la nature et l'ampleur de ce qui fut construit sous sa surface. Géographiquement, la Cappadoce forme une partie du plateau anatolien central, encadré au nord par le Pont, au sud par le Taurus, à l'ouest par la Phrygie et la Lycaonie, à l'est par l'Arménie et la Commagène. Cette configuration en fait naturellement une zone de transit, un passage obligé pour les armées, les caravanes commerciales et les migrations de populations entre l'Orient et l'Occident. La route royale perse que décrit Hérodote dans ses histoires traversait l'Anatolie en passant par des zones proches de la Cappadoce. Les routes commerciales reliant la Mésopotamie à la côte égéenne longeaient ou traversaient ce plateau depuis des millénaires avant notre ère. Les Hittites furent parmi les premiers grands pouvoirs à intégrer la Cappadoce dans un cadre étatique structuré. Leur capitale, Hattusa, située dans ce qui est aujourd'hui la région de Bogaskeuy, se trouve à quelques centaines de kilomètres, au nord des zones où Derinkuyu fut creusé. L'empire hittite, à son apogée entre 1600 et 1200 avant notre ère, contrôlait des réseaux administratifs et militaires couvrant une grande partie de l'Anatolie. Des textes cunéiformes hittites mentionnent des populations et des territoires de Cappadoce dans le cadre d'échanges diplomatiques et de conflits frontaliers. La région était connue, nommée, administrée. Avant les Hittites, dès le début du deuxième millénaire avant notre ère, des marchands assyriens s'établirent dans la région sous forme de comptoirs commerciaux appelés Karoum. Le Karoum de Kanesh, identifié sur le site archéologique de Kültepe, près de la ville actuelle de Kayseri, représente l'un des ensembles de tablettes cunéiformes les plus importants jamais découverts en Anatolie. Ces milliers de tablettes, rédigées en assyrien ancien, documentent des décennies de commerce intensif entre les marchands d'Assur et les populations locales cappadociennes. Elles mentionnent des échanges de métaux, de textiles, d'étain et d'argent. Elles témoignent d'une région pleinement connectée aux réseaux économiques du Proche-Orient ancien, bien avant que les grandes puissances régionales ne la dominent politiquement. Après la chute de l'Empire hittite vers 1200 avant notre ère, dans la période tumultueuse que les historiens associent à l'effondrement de l'âge du bronze, la Cappadoce entre dans une phase plus obscure, du point de vue textuel. Les sources deviennent rares, les structures politiques locales moins documentées. C'est dans cette période, ou dans celles qui la suivent, que certains archéologues situent les premières phases d'expansion significative des structures souterraines cappadociennes, bien que les datations précises restent sujettes à débat. Ce que l'on peut dire avec prudence, c'est que la période de transition entre la fin de l'âge du bronze et le début de l'âge du fer en Anatolie centrale fut marquée par des instabilités régionales profondes dont les populations locales durent s'accommoder d'une manière ou d'une autre. Les Phrygiens occupèrent ensuite une partie de l'Anatolie centrale à partir du début du premier millénaire avant notre ère, établissant une présence culturelle et politique dont les traces archéologiques demeurent partiellement lisibles.
Leur capitale Gordion, à l'ouest, constitue le site phrygien le mieux documenté, mais leur influence s'étendait vers l'est. Les traditions phrygiennes, de taille dans la roche, visibles dans des sanctuaires rupestres comme celui de Midas-Chéri, suggèrent une familiarité culturelle avec l'excavation et l'usage architectural de la roche volcanique anatolienne. Cette familiarité technique s'inscrit dans un contexte régional plus large que celui de Derinkuyu seul. Sous la domination perse achéménide, à partir du VIe siècle avant notre ère, la Cappadoce devient une satrapie, une province administrée par des gouverneurs nommés par la cour de Persépolis. Des sources grecques, notamment Xénophon dans son Anabase, décrivent des villages et des communautés cappadociennes au tournant du 5e et du 4e siècle avant notre ère. Xénophon mentionne des habitations semi-souterraines dans la région, des maisons dont l'entrée se trouvait par le haut, accessibles par des échelles, avec des animaux logés dans les niveaux inférieurs. Ce témoignage, souvent cité dans la littérature sur Derinkuyu, constitue l'une des rares références textuelles anciennes à des pratiques d'habitat souterrain en Cappadoce, même si Xénophon décrit vraisemblablement des structures beaucoup plus modestes que celles de Derinkuyu. Ce parcours à travers les présences successives en Cappadoce, assyrienne, hittite, phrygienne, perse, établit un fait fondamental. La région ne fut jamais vide, jamais isolée, jamais à l'écart des dynamiques politiques et militaires de son époque. Elle fut au contraire un territoire exposé, traversé, convoité et administré par des puissances successives aux ambitions souvent conflictuelles. Cette exposition permanente aux pressions extérieures constitue le contexte humain dans lequel les structures souterraines de Cappadoce doivent être comprises. Creuser n'est pas la réponse d'une population primitive à un environnement incompris. C'est la réponse d'une population historiquement informée à une situation géopolitique récurrente. La question de la datation de Derinkuyu est l'une des plus complexes que posent les structures souterraines cappadociennes, et elle révèle immédiatement les limites méthodologiques auxquelles l'archéologie souterraine se heurte dans cette région. Contrairement à un site de surface où les couches stratigraphiques se lisent verticalement, où les artefacts s'accumulent dans des séquences temporelles relativement identifiables, un espace souterrain taillé dans la roche volcanique laisse peu de traces datables dans la matière elle-même. La roche n'absorbe pas le temps de la même manière que le sol. Elle ne conserve pas les pollens, les charbons ou les restes organiques avec la même régularité que la terre accumulée en surface. Les premières fouilles systématiques à Derinkuyu furent conduites par le département des musées de Turquie à partir de 1963, suite à la découverte accidentelle du site. Ces fouilles permirent d'identifier 18 niveaux excavés, dont seulement 8 furent rendus accessibles au public dans les décennies suivantes. Les archéologues récupérèrent des céramiques, des outils et des objets divers dans les chambres et les couloirs. C'est principalement à travers ces artefacts que les premières tentatives de datation furent établies. Les types céramiques les plus anciens, identifiés dans les niveaux inférieurs, furent provisoirement associés à l'âge du bronze, mais ces associations restent prudentes car les objets mobiles peuvent migrer dans un espace souterrain réoccupé sur de nombreuses générations. Une difficulté supplémentaire tient au fait que Derinkuyu ne fut pas construite d'un seul effort. Toutes les données disponibles suggèrent une expansion progressive sur des siècles, voire des millénaires. Les niveaux supérieurs présentent des caractéristiques architecturales différentes des niveaux inférieurs. Certains couloirs furent élargis ou modifiés à des époques différentes de leur creusement initial. Des systèmes de fermeture, notamment les fameuses pierres circulaires de basalte servant à bloquer les passages, présentent des morphologies légèrement variables qui pourraient indiquer des phases de fabrication distinctes. Lire Derinkuyu comme une construction monolithique datant d'une seule période est une erreur d'interprétation que les archéologues ont progressivement corrigée. La tradition académique associe généralement les phases majeures d'expansion de Derinkuyu à la période phrygienne entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère et à la période byzantine entre le 4e et le 10e siècle de notre ère. Ces deux périodes correspondent à des moments documentés d'occupation intensive de la Cappadoce et à des contextes de pression militaire ou religieuse susceptibles d'expliquer un recours massif aux refuges souterrains. La période byzantine est particulièrement bien représentée par des artefacts récupérés sur le site, notamment des éléments de vaisselle et des objets liturgiques cohérents avec une présence chrétienne dans les espaces les plus profonds. Mais la question des origines premières reste ouverte. Certains chercheurs ont avancé l'hypothèse que les premières excavations de Derinkuyu, ou du moins les premières utilisations intentionnelles des cavités naturelles dans la roche, pourraient remonter au 2e millénaire avant notre ère,
soit à la période hittite ou pré-hittite. Cette hypothèse repose sur des analogies structurelles avec d'autres sites anatoliens et sur la logique historique de la région plutôt que sur des preuves directes incontestables. La datation par luminescence, une technique permettant de dater le dernier moment d'exposition à la lumière de certains minéraux, a été appliquée à des sédiments prélevés dans quelques sites souterrains cappadociens, mais les résultats publiés restent fragmentaires et les interprétations divergent selon les équipes. Une comparaison utile peut être établie avec le site voisin de Keymakli, situé à environ 9 km de Derinkuyu, et relié à ce dernier par un tunnel souterrain long d'une dizaine de kilomètres, dont l'existence est attestée mais dont l'exploration complète n'a jamais été réalisée. Keymakli présente une architecture souterraine comparable, avec des niveaux d'occupation superposés et des artefacts couvrant des périodes similaires. Les deux sites semblent avoir fonctionné en relation l'un avec l'autre, formant potentiellement un réseau de refuges coordonnés plutôt que deux établissements indépendants. Cette dimension réticulaire est importante. Elle suggère une planification à une échelle dépassant celle d'une communauté locale isolée. Les inscriptions découvertes dans certaines chambres de Derinkuyu sont principalement en grec byzantin et font référence à des usages chrétiens des espaces, notamment des croix gravées dans la roche et des niches interprétées comme des autels ou des espaces liturgiques. Ces inscriptions confirment une occupation intensive durant la période byzantine, mais elles ne disent rien sur les occupants antérieurs ni sur les intentions des creuseurs originaux. L'usage ultérieur d'un espace ne détermine pas sa fonction initiale, une distinction méthodologique que les archéologues doivent maintenir pour éviter de rétro-projeter des usages tardifs sur des phases d'occupation plus anciennes. Les traditions orales cappadociennes, recueillies par des ethnographes et des historiens régionaux au XIXe et XXe siècle, mentionnent parfois des récits de refuges ancestraux de temps anciens où les populations disparaissaient sous terre pour échapper à des dangers non précisés. Ces récits, transmis dans des communautés grecques orthodoxes de Cappadoce dont les ancêtres habitèrent la région jusqu'aux échanges de population de 1923, constituent une forme de mémoire culturelle longue. Ils ne peuvent pas être utilisés comme preuves historiques au sens strict, mais ils témoignent d'une continuité de conscience du rapport entre la population et ces espaces souterrains sur des générations très longues. Ce que les données disponibles permettent d'affirmer avec une relative confiance, c'est que Derinkuyu fut occupé de manière significative pendant la période byzantine, que des phases d'excavation ou d'expansion antérieures ont vraisemblablement eu lieu durant la période phrygienne ou peut-être plus tôt, et que les origines absolues du site demeurent sans datation directe fiable. Cette incertitude n'est pas un échec de l'archéologie. Elle reflète les contraintes réelles de l'investigation d'un espace souterrain complexe, réoccupé sur des siècles, dans une roche qui efface les marqueurs temporels plus efficacement que la terre de surface. Derinkuyu commence ainsi à se dessiner non pas comme un monument d'une époque précise, mais comme un palimpseste géologique et humain, une structure dont chaque génération hérita, modifia et transmit selon ses propres nécessités. Cette continuité d'usage, si elle se confirme dans les recherches à venir, serait en elle-même une donnée historique de première importance, témoignant d'une relation durable entre une population et son sous-sol qui dépasse de loin les circonstances d'un événement unique ou d'une période particulièrement dramatique. Les textes anciens qui mentionnent la Cappadoce sont nombreux, mais leur rapport direct à Derinkuyu ou aux structures souterraines de la région est indirect, fragmentaire et souvent sujet à des interprétations concurrentes. Cette réalité textuelle doit être posée clairement avant d'examiner ce que les sources disent effectivement, car la tentation est grande de lire dans des mentions générales de refuges ou de souterrains des confirmations d'un site spécifique que les auteurs anciens n'ont vraisemblablement jamais nommé de manière reconnaissable. Du côté des sources phrygiennes, le problème est d'abord linguistique et archivistique. La langue phrygienne, connue principalement à travers des inscriptions rupestres et funéraires découvertes en Anatolie centrale et occidentale, n'a pas encore livré de textes décrivant des pratiques architecturales souterraines. Les inscriptions phrygiennes les plus célèbres, notamment celles du site de Midas-Chéri, sont à caractère funéraire ou votif. Elles témoignent d'une culture qui travaillait la roche avec maîtrise et intention symbolique, mais elles ne documentent pas explicitement la construction de refuges habitables souterrains. L'absence de sources textuelles phrygiennes directes sur ce sujet ne signifie pas que les Phrygiens ne participèrent pas à l'excavation de sites comme Derinkuyu. Elle signifie que nous ne disposons pas de leurs propres témoignages écrits à ce sujet.
Les sources grecques classiques apportent quelques mentions utiles. Hérodote, écrivant au 5e siècle avant notre ère, décrit la Cappadoce comme un territoire distinct, habité par des populations qu'il associe aux anciens Syriens blancs, une dénomination dont l'interprétation ethnographique reste débattue. Il ne mentionne pas de structure souterraine. Strabon, géographe grec du 1er siècle avant et après notre ère, consacre plusieurs passages de sa géographie à la Cappadoce, décrivant sa géologie volcanique, ses productions agricoles et ses structures politiques. Strabon mentionne des grottes et des cavernes naturelles dans la région, mais sans référence explicite à des villes souterraines excavées artificiellement. Son témoignage confirme la connaissance ancienne de la géologie particulière de la région, sans documenter l'usage systématique de cette géologie pour construire des refuges. Xénophon reste la référence textuelle la plus souvent citée dans ce contexte. Dans son Anabase, rédigé au début du IVe siècle avant notre ère, il décrit le passage de son armée à travers diverses régions d'Anatolie et mentionne des villages dont les maisons sont construites sous terre, avec des ouvertures par le haut servant d'entrée, et où les animaux et les humains partagent les mêmes espaces souterrains. Ce passage est géographiquement situé en Arménie plutôt qu'en Cappadoce stricto sensu, ce qui complique son application directe à Derinkuyu. Certains chercheurs l'ont utilisé pour suggérer que des pratiques d'habitat souterrain étaient répandues en Anatolie orientale à cette époque. D'autres insistent sur la spécificité géographique du texte et refusent de généraliser depuis l'Arménie vers la Cappadoce sans preuve intermédiaire. C'est avec les sources byzantines que la documentation textuelle devient plus substantielle et plus directement applicable à la Cappadoce. La période byzantine, qui s'étend grossièrement du IVe au XVe siècle de notre ère avec des phases d'intensité variables en Cappadoce, laissa des traces textuelles plus nombreuses, incluant des hagiographies, des chroniques ecclésiastiques et des correspondances administratives. Ces textes mentionnent régulièrement la Cappadoce comme une région de refuge pour des communautés chrétiennes cherchant à se protéger des invasions arabes à partir du 7e siècle, puis des invasions turques seldjoukides à partir du 11e siècle. Eusèbe de Césarée, évêque et historien du IVe siècle, mentionne des communautés chrétiennes de Cappadoce qui se réfugièrent dans des lieux cachés pendant les persécutions romaines. Bien qu'Eusèbe ne décrive pas explicitement des structures souterraines excavées, ces témoignages sont cohérents avec un usage de refuges enterrés pendant les périodes de persécution. Les pères cappadociens du IVe siècle, notamment Basile de Césarée et Grégoire de Nice, produisirent une littérature théologique abondante mais laissèrent peu de descriptions des conditions matérielles de la vie quotidienne dans la région. Leurs textes sont précieux pour comprendre la structuration des communautés chrétiennes cappadociennes, mais peu utiles pour documenter directement les pratiques architecturales souterraines. Les chroniques byzantines du 7e au 10e siècle, période correspondant aux grandes incursions arabes en Anatolie, fournissent un contexte historique qui donne du sens aux phases d'occupation souterraine les mieux documentées archéologiquement à Derinkuyu. Des chroniqueurs comme Théophane le Confesseur décrivent des raids arabes dévastateurs en Anatolie centrale, des déplacements de populations, des destructions de villages et des fuites vers des zones refuges. Ces textes ne nomment pas Derinkuyu, mais ils décrivent un contexte de violence récurrente dans lequel l'existence de refuges souterrains capables d'abriter des milliers de personnes pendant plusieurs semaines prend une logique historique convaincante. Une source particulièrement intéressante, bien que tardive et difficile à évaluer, est le récit du voyageur et géographe arabe Al-Masudi, qui voyagea en Anatolie au Xe siècle. Al-Masudi mentionne des populations rurales d'Anatolie qui utilisaient des cavernes et des lieux souterrains comme refuge contre les armées en marche. Sa description reste générale et ne permet pas une localisation précise, mais elle constitue un témoignage extérieur indépendant de la pratique du refuge souterrain en Anatolie à une époque où Derinkuyu était vraisemblablement en usage intensif. La question de la terminologie est également révélatrice. Les textes byzantins utilisent plusieurs termes pour désigner des espaces souterrains ou cachés, notamment katadiomena, qui peut désigner des espaces immergés ou enfoncés dans la terre, et hypogeia, terme plus général pour les espaces souterrains. Ces termes apparaissent dans des contextes liturgiques, funéraires et parfois défensifs, mais leur application systématique à des structures de la nature de Derinkuyu n'est pas documentée dans les sources connues à ce jour. Ce panorama textuel confirme une réalité fondamentale de la recherche sur Derinkuyu. Les sources écrites anciennes ne nomment pas le site,
ne le décrivent pas directement et ne nous disent pas qui le creusa, ni dans quel état d'esprit précis. Elles fournissent un contexte historique dans lequel l'existence et l'usage d'un tel refuge sont plausibles, cohérents et même attendus. Elles ne fournissent pas de réponse. Cette distinction entre plausibilité contextuelle et confirmation documentaire est l'une des disciplines intellectuelles les plus importantes que l'étude de Derinkuyu impose à ses chercheurs. Le rapport entre l'environnement de surface et la décision de vivre sous terre ne peut pas être réduit à une seule variable. Les récits populaires sur Derinkuyu tendent à privilégier une explication unique, dramatique et binaire. La peur d'un envahisseur, la persécution religieuse, une catastrophe soudaine. La réalité environnementale de la Cappadoce suggère une image plus nuancée, dans laquelle les conditions climatiques, agricoles et écologiques de la surface ont probablement joué un rôle continu et structurel dans le maintien de pratiques souterraines sur de très longues durées. Le climat de la Cappadoce est de type continental semi-aride. Les étés sont chauds et secs, avec des températures fréquemment supérieures à 35 degrés. Les hivers sont rigoureux, avec des chutes de neige abondantes et des températures pouvant descendre à -20. Les précipitations annuelles sont modestes, concentrées principalement au printemps et à l'automne. Cette configuration climatique crée des conditions de surface difficiles pour la conservation des aliments, la survie du bétail et le confort humain, particulièrement pour des communautés sans accès à des technologies modernes de stockage et de régulation thermique. Le sous-sol à 13 degrés constants représente dans ce contexte bien davantage qu'un refuge d'urgence. Il constitue un grenier naturel, un espace de conservation alimentaire d'une efficacité remarquable dans une région où les écarts de température saisonniers sont extrêmes. Les chambres de stockage identifiées dans les niveaux supérieurs de Derinkuyu, avec leurs jarres en céramique et leurs niches creusées dans les parois, témoignent d'un usage économique régulier des espaces souterrains indépendamment de toute situation d'urgence défensive. Des communautés agricoles cappadociennes auraient pu maintenir ces espaces souterrains pour des raisons pratiques de gestion des ressources alimentaires, même en l'absence de menaces militaires immédiates. La question de l'eau est également fondamentale. La Cappadoce ne dispose pas d'un réseau hydrographique de surface abondant. Les rivières et les sources sont rares et irrégulières. L'approvisionnement en eau a toujours constitué un défi pour les populations de la région. Derinkuyu possède plusieurs puits profonds qui traversent tous les niveaux du complexe pour atteindre la nappe phréatique. Ces puits ne sont pas seulement des équipements de confort, ils représentent une infrastructure hydraulique essentielle permettant à une population souterraine de subsister sans dépendre de l'eau de surface pendant des périodes étendues. La profondeur des puits, certains atteignant 55 mètres selon les relevés archéologiques, témoigne d'un investissement technique considérable qui ne peut s'expliquer que par une nécessité réelle et durable. Les conditions agricoles de surface ont également évolué au fil du temps, et cette évolution doit être prise en compte dans toute analyse de l'utilisation des espaces souterrains. Des études paléoclimatiques conduites sur des carottes de sédiments prélevés dans des lacs anatoliens, notamment le lac Nar, situé à une centaine de kilomètres de Derinkuyu, fournissent des données précieuses sur les variations climatiques de la région sur plusieurs millénaires. Ces données indiquent des périodes de sécheresse prolongées en Anatolie centrale, notamment autour de 2200 avant notre ère, période coïncidant avec l'effondrement de plusieurs civilisations proches orientales et méditerranéennes, et à nouveau autour de 1200 avant notre ère, lors de la transition de l'âge du bronze à l'âge du fer. Ces épisodes de stress climatique auraient pu intensifier la pression sur les communautés agricoles cappadociennes, les poussant à optimiser leurs ressources de stockage souterrain et à consolider leurs infrastructures de refuge dans des périodes combinant vulnérabilité climatique et instabilité politique. Cette convergence de facteurs environnementaux et géopolitiques est plus difficile à documenter directement que la simple invocation d'une invasion spécifique, mais elle est également plus cohérente avec la nature cumulative et multigénérationnelle de la construction de Derinkuyu. Les risques naturels de la région doivent également être mentionnés, bien qu'avec prudence. La Cappadoce est une région sismiquement active. Des failles importantes traversent l'Anatolie centrale, et des séismes d'intensité variable ont affecté la région à travers l'histoire. Certains chercheurs ont suggéré que la mémoire de catastrophes naturelles, notamment des éruptions volcaniques ou des séismes majeurs, aurait pu contribuer à une conscience collective de la vulnérabilité de la surface et à une valorisation des espaces souterrains comme zone de sécurité relative.
Cette hypothèse est difficile à vérifier, mais n'est pas sans logique dans une région dont la géologie volcanique reste visible dans chaque paroi de tuf. La faune prédatrice de la région historique, bien qu'aujourd'hui considérablement réduite, comprenait des lions, des ours, des loups et d'autres grands prédateurs dont la pression sur les troupeaux et les communautés humaines était réelle dans l'Antiquité. Les espaces souterrains, en permettant d'abriter le bétail dans les niveaux inférieurs pendant les nuits ou les saisons dangereuses, offraient une protection contre ces risques naturels. Cette dimension de gestion du bétail est documentée à Derinkuyu par la présence de stalles animales identifiées dans les niveaux inférieurs, Samasur Komitra Benminar, suffisamment hautes pour accueillir des chevaux ou des bovins avec des trous d'attache encore visibles dans les parois. L'environnement de surface cappadocien offre ainsi une lecture multidimensionnelle de la logique souterraine. La chaleur estivale et le froid hivernal créaient un besoin de régulation thermique que le sous-sol satisfaisait naturellement. La sécheresse chronique et la rareté de l'eau créaient un besoin d'infrastructures hydrauliques profondes que les puits souterrains satisfaisaient durablement. La vulnérabilité agricole et la nécessité de conserver les récoltes créaient un besoin de stockage régulier que les chambres souterraines satisfaisaient efficacement. Et la violence récurrente, qu'elle vienne d'armées étrangères ou de raideurs locaux, créait un besoin de refuge défensif que la profondeur et la complexité de Derinkuyu satisfaisaient de manière remarquable. Ce que cet environnement suggère, en définitive, c'est que l'usage des espaces souterrains cappadociens ne fut probablement jamais uniquement réactif. Il fut vraisemblablement aussi proactif, intégré dans les routines économiques et sociales de communautés qui avaient appris à tirer parti de ce que leur géologie leur offrait, et ce dans des conditions climatiques et écologiques qui rendirent cette exploitation non seulement utile, mais structurellement nécessaire à leur maintien à long terme dans une région difficile. Descendre dans Derinkuyu, c'est confronter immédiatement la sophistication d'un espace que l'on aurait tort de concevoir comme une simple caverne agrandie. L'organisation interne du complexe révèle une logique architecturale cohérente, une hiérarchie fonctionnelle des espaces et une maîtrise des contraintes structurelles souterraines qui méritent une analyse attentive, indépendante de toute spéculation sur les motivations de ses constructeurs. L'architecture elle-même constitue un document et ce document est partiellement lisible. Les niveaux supérieurs de Derinkuyu sont les plus vastes et les mieux documentés. Ils comprennent des espaces interprétés comme des étables ou des enclos pour animaux, des pressoirs à vin et à huile taillés directement dans la roche, des espaces de stockage avec des niches standardisées et des zones résidentielles avec des surfaces planes permettant l'installation de mobilier. La présence de pressoirs à vin est particulièrement significative car elle confirme un usage régulier et économiquement productif de ces espaces, pas uniquement en situation d'urgence. Produire du vin ou de l'huile sous terre implique un cycle d'occupation planifié, des équipements permanents et une intégration de ces espaces dans la vie économique normale de la communauté. La circulation entre les niveaux est assurée par des couloirs en pente et des escaliers taillés dans la roche dont les dimensions varient selon leur fonction et leur niveau. Certains couloirs principaux mesurent suffisamment en hauteur et en largeur pour permettre le passage confortable de deux adultes côte à côte. D'autres, notamment ceux reliant certains niveaux profonds, sont délibérément étroits, obligeant toute personne qui les emprunte à se baisser et à avancer en file indienne. Cette variation n'est pas un défaut de conception. Elle est intentionnelle et défensive. Un couloir suffisamment étroit pour n'être traversé que par une personne à la fois transforme toute tentative d'invasion militaire en un exercice de progression individuelle, neutralisant l'avantage numérique d'un assaillant. Les dispositifs défensifs de Derinkuyu constituent l'un des aspects les plus étudiés et les plus spectaculaires du complexe. Les pierres circulaires, également appelées millstone ou pierres meulières dans la littérature archéologique anglophone, sont taillées dans du basalte, une roche volcanique plus dense que le tuf environnant. Ces pierres, dont certaines pèsent plusieurs centaines de kilogrammes, s'insèrent dans des rainures creusées dans les parois des couloirs. Elles peuvent être roulées depuis l'intérieur pour bloquer hermétiquement le passage, mais ne peuvent pas être manipulées de l'extérieur car le mécanisme de verrouillage, un trou central permettant l'insertion d'une barre de blocage, n'est accessible que du côté intérieur. Ce dispositif suppose une population réfugiée à l'intérieur, capable de se barricader efficacement, mais il implique également une planification préalable, une décision collective de se retrancher plutôt que de fuir. Le système de ventilation représente l'autre grande prouesse technique de Derinkuyu.
Le site possède des milliers de petits conduits de ventilation creusés dans la roche, ainsi que des puits verticaux de grandes dimensions servant à la fois à l'approvisionnement en eau et à la circulation de l'air. Le plus profond de ces puits, atteignant 55 mètres selon les relevés disponibles, plonge à travers tous les niveaux du complexe jusqu'à la nappe phréatique. La ventilation passive repose sur des principes physiques simples. Les différences de température entre l'air de surface et l'air souterrain créent des mouvements convectifs qui renouvellent l'air dans les galeries sans nécessité de mécanismes actifs. Que ces principes aient été compris explicitement ou découverts empiriquement par les constructeurs est impossible à déterminer, mais leur application à Derinkuyu est efficace et documentée par des mesures modernes de qualité de l'air dans les galeries accessibles. Les espaces liturgiques identifiés dans les niveaux les plus profonds méritent une attention particulière. Une grande salle à colonnes, probablement creusée ou agrandie durant la période byzantine, présente des dimensions et une organisation spatiale compatibles avec un usage comme lieu de rassemblement collectif ou de culte. Des croix gravées dans les parois, identifiées par les archéologues comme byzantines, confirment un usage religieux de cet espace. La profondeur à laquelle se trouve cette salle, plusieurs dizaines de mètres sous la surface, a conduit certains chercheurs à suggérer qu'elle pouvait servir d'école ou de séminaire pour la formation du clergé dans un contexte de persécution ou d'insécurité. Cette hypothèse est cohérente avec les pratiques connues des communautés chrétiennes de la période byzantine en Anatolie, mais elle reste une interprétation parmi d'autres possibles. La question de la capacité d'accueil de Derinkuyu a fait l'objet d'estimations très variables dans la littérature. Les chiffres les plus souvent cités, entre 20 et 40 000 personnes, sont issus de calculs volumétriques appliqués aux espaces connus et de comparaisons avec des données de densité d'occupation d'espaces similaires. Ces estimations sont fragiles car elles reposent sur des hypothèses nombreuses concernant l'usage simultané de tous les espaces, la présence ou l'absence de mobilier et d'équipement, et le périmètre réel du complexe dont une partie significative n'a pas encore été fouillée ou mesurée avec précision. Ce qui est certain, c'est que Derinkuyu pouvait accueillir une population nombreuse sur une durée étendue, avec des ressources en eau, en nourriture stockée et en air suffisantes pour maintenir une communauté viable pendant plusieurs semaines au moins. L'organisation spatiale des différents niveaux suggère également une hiérarchie sociale ou fonctionnelle dans l'occupation de l'espace souterrain. Les niveaux supérieurs, ainsi que le Toisser avec leurs pressoirs et leurs étables sont compatibles avec des fonctions économiques et agricoles. Les niveaux intermédiaires, avec leurs espaces résidentiels plus élaborés, pourraient correspondre à des zones d'habitation régulières ou à des espaces de refuge pour des groupes de statuts différenciés. Les niveaux inférieurs, plus profonds et plus difficiles d'accès, sembleraient réservés aux fonctions les plus stratégiques ou les plus précieuses, la salle de culte, les réserves d'eau, les espaces de décision collective. Cette hiérarchie verticale reflète une organisation sociale qui ne fut pas le produit du hasard, mais d'une planification intentionnelle et probablement d'une autorité capable d'imposer une discipline architecturale sur l'ensemble du complexe. Derinkuyu, lu comme architecture, est un texte d'une rare densité. Chaque choix de dimension, chaque variation de hauteur de couloir, chaque emplacement de puits ou de dispositif de fermeture reflète une intention. Que nous puissions lire entièrement cette intention est une autre question. Mais l'intention elle-même est présente dans la roche, gravée dans la matière, par des générations qui comprirent que la profondeur pouvait être une ressource autant qu'un refuge. Une communauté capable de construire, d'entretenir et d'occuper un complexe de la taille et de la complexité de Derinkuyu ne peut pas avoir fonctionné sans structure d'organisation politique et sociale. Cette affirmation peut sembler évidente, mais elle est souvent négligée dans les récits populaires qui présentent Derinkuyu comme le produit d'une peur collective indifférenciée, une réponse instinctive à une menace plutôt que le résultat d'une décision collective organisée. L'architecture du site contredit cette lecture. Elle impose une question plus rigoureuse. Quelle forme d'autorité et de coordination sociale rendait possible un tel projet ? La construction d'un complexe souterrain de cette envergure nécessite une organisation du travail d'une ampleur considérable. L'excavation du tuf, même compte tenu de sa relative tendreté, représente un effort physique massif. Les volumes de roches extraites, calculés à partir des espaces connus, se comptent en dizaines de milliers de tonnes cubiques. Cette roche devait être évacuée, les déblais transportés vers la surface, les couloirs tracés selon un plan cohérent permettant la ventilation et la circulation.
Tout cela implique une division du travail, une coordination entre groupes de travailleurs, un système de planification spatiale et probablement une autorité capable de mobiliser et de maintenir cet effort sur des périodes longues. La question de qui exerçait cette autorité est fondamentale et reste largement sans réponse directe dans les sources disponibles. Plusieurs modèles peuvent être envisagés. Dans un cadre pré-chrétien, l'autorité aurait pu être de nature tribale ou chieftaine, reposant sur des structures familiales élargies ou des alliances entre communautés voisines. Dans un cadre byzantin, qui correspond aux phases les mieux documentées de l'occupation de Derinkuyu, l'autorité ecclésiastique aurait pu jouer un rôle central, les communautés chrétiennes de Cappadoce étant organisées sous la direction d'évêques dont l'influence s'étendait à la fois aux dimensions spirituelles et pratiques de la vie communautaire. L'existence d'un tunnel reliant Derinkuyu à Kaimakli est particulièrement pertinente dans ce contexte. Un tunnel de plusieurs kilomètres creusé entre deux complexes souterrains distincts ne peut s'expliquer que par une coordination entre les communautés occupant ces deux sites. Il implique un accord, une planification commune et probablement une autorité capable de mobiliser des ressources dans les deux communautés simultanément. Cette infrastructure partagée suggère l'existence de structures politiques régionales dépassant le cadre d'une communauté locale unique, une forme de fédération informelle ou d'alliance structurée entre plusieurs établissements souterrains de la région. Les données archéologiques sur la gestion des ressources à l'intérieur de Derinkuyu fournissent des indices supplémentaires sur l'organisation sociale. La présence de grandes salles de stockage collectives, avec leurs jarres standardisées et leurs espaces organisés de manière uniforme, suggère un système de gestion communautaire des provisions plutôt qu'une accumulation individuelle dispersée. Dans les sociétés agraires historiques, la gestion collective des réserves alimentaires est généralement associée à des structures d'autorité redistributive, qu'il s'agisse d'une aristocratie locale, d'une institution religieuse ou d'un conseil de communauté. Quel modèle spécifique s'applique à Derinkuyu est impossible à déterminer avec certitude, mais l'existence d'une forme quelconque de gestion collective des ressources semble inévitable. La question de la justice et de la régulation interne des conflits dans un espace souterrain confiné mérite également d'être posée. Une population de plusieurs milliers de personnes vivant dans un espace clos pendant des semaines ou des mois avec des ressources limitées et une pression psychologique intense génère inévitablement des tensions et des conflits. La gestion de ces tensions requiert des mécanismes de résolution reconnus collectivement, qu'il s'agisse de normes coutumières, d'une autorité reconnue ou de sanctions sociales formalisées. L'absence de sources textuelles sur ces mécanismes internes est frustrante, mais elle n'implique pas leur inexistence. Elle reflète simplement que les populations qui utilisèrent Derinkuyu ne laissèrent pas de documentation administrative de leur fonctionnement intérieur. Les parallèles ethnographiques avec d'autres communautés ayant vécu dans des conditions similaires de confinement prolongé, notamment des communautés de réfugiés en temps de guerre ou des communautés monastiques isolées, suggèrent que la structure d'autorité a tendance à se centraliser et à se formaliser sous la pression. La nécessité de coordonner la distribution des ressources, de gérer les espaces de repos, de maintenir les systèmes de ventilation et d'assurer la sécurité des entrées crée des rôles fonctionnels spécialisés qui, la dimension religieuse de l'organisation communautaire doit être considérée séparément de la simple question de l'autorité. Pour les communautés chrétiennes byzantines de Cappadoce, la vie collective sous pression était encadrée par une cosmologie et des pratiques rituelles qui donnaient un sens à la souffrance, structuraient le temps et renforçaient la cohésion sociale. Les espaces liturgiques de Derinkuyu ne sont pas seulement des lieux de culte. Ils sont des infrastructures de maintien de la cohérence culturelle et identitaire dans des conditions d'adversité. Leur profondeur dans le complexe, leur accès contrôlé et leur architecture distincte suggèrent qu'ils occupaient une place centrale dans la hiérarchie fonctionnelle et symbolique du site. Une dernière dimension mérite d'être soulevée, la relation entre la communauté souterraine et le monde de surface. Derinkuyu n'est pas un espace d'isolement total. Les entrances multiples, les systèmes de ventilation ouverts sur la surface et la logique même d'une économie agricole impliquent des allers-retours réguliers entre le dessous et le dessus. Les habitants de Derinkuyu, en période d'usage intensif, n'abandonnaient probablement pas entièrement la surface. Ils maintenaient un accès partiel à leurs terres agricoles, à leurs sources d'eau extérieures et à leurs réseaux commerciaux et relationnels. Cette perméabilité entre surface et souterrain requiert elle aussi une organisation, des sentinelles, des systèmes de signalement, des protocoles de rentrée en cas d'alarme.
Ces dispositifs de coordination sont la marque d'une communauté politiquement organisée, pas d'une population en fuite désordonnée. Ce que l'architecture et la logique fonctionnelle de Derinkuyu révèlent, c'est que ses habitants étaient des acteurs politiques et sociaux organisés, capables de mobiliser des ressources collectives sur de longues durées, de maintenir des structures d'autorité dans des conditions d'adversité et de coordonner leur action à une échelle régionale dépassant celle d'une communauté locale isolée. La profondeur de Derinkuyu n'est pas seulement géologique, elle est aussi sociale. L'histoire militaire et politique de l'Anatolie centrale est l'une des plus complexes et des plus chargées de l'Antiquité et du Moyen Âge. La Cappadoce, en raison de sa position géographique au carrefour de plusieurs axes de communication et de conquête, fut exposée à des menaces extérieures d'une variété et d'une intensité remarquables sur plusieurs millénaires. Comprendre ces menaces dans leur réalité historique documentée est indispensable pour évaluer les raisons concrètes qui poussèrent des communautés à investir dans des infrastructures souterraines défensives. La première grande vague de violence documentée en Anatolie centrale que nous puissions associer à des motivations défensives remonte à la fin de l'âge du bronze, vers 1200 avant notre ère. L'effondrement de l'empire hittite, qui survient dans le contexte plus large de la crise généralisée de l'âge du bronze tardif, affectant l'ensemble de la Méditerranée orientale et du Proche-Orient, entraîna une désintégration des structures étatiques protectrices en Anatolie centrale. Les populations locales se retrouvèrent exposées à des raids, des migrations forcées et des conflits intercommunautaires dans un contexte de raréfaction des ressources et d'effondrement des réseaux commerciaux. Les archéologues ont identifié des destructions par le feu à plusieurs sites anatoliens de cette période, témoignant d'une violence réelle et non uniquement supposée. La période phrygienne, qui suit l'effondrement hittite en Anatolie centrale, fut marquée par des pressions militaires venant principalement de l'Est. Les Cimmériens, peuple nomade originaire des steppes pontiques, envahirent l'Anatolie à partir du 8e siècle avant notre ère et dévastèrent plusieurs centres urbains phrygiens, y compris vraisemblablement Gordion. Les sources grecques et assyriennes documentent ces invasions qui causèrent des perturbations considérables dans les structures politiques et économiques de l'Anatolie centrale. C'est dans ce contexte d'invasion cimmérienne que certains chercheurs situent une phase possible d'expansion ou d'amélioration des refuges souterrains cappadociens, bien que la corrélation directe reste difficile à établir archéologiquement. La conquête perse de l'Anatolie par Cyrus le Grand vers 547 avant notre ère mit fin à l'indépendance politique des royaumes anatoliens. Sous la domination achéménide, la Cappadoce était administrée comme satrapie, ce qui impliquait des obligations fiscales, des réquisitions militaires et une présence de garnisons étrangères. Bien que l'empire perse maintint généralement l'ordre intérieur dans ses provinces, les périodes de transition entre empereurs ou de révoltes provinciales créèrent des moments d'insécurité locale dont les populations agricoles cappadociennes durent se protéger. Les guerres médiques, les révoltes ioniennes et les conflits dynastiques perses eurent tous des répercussions sur la stabilité en Anatolie. La conquête d'Alexandre le Grand en 334 à 330 avant notre ère et la fragmentation de son empire en royaumes hellénistiques concurrents apportèrent une nouvelle période d'instabilité. La Cappadoce devint un royaume semi-indépendant sous des dynastes locaux qui naviguèrent entre les puissances hellénistiques successives. Les guerres entre les Séleucides, les Ptolémées, le royaume de Pergame et d'autres entités politiques traversèrent ou affectèrent régulièrement la région. Les rois cappadociens maintinrent leur autonomie pendant plusieurs générations avant que la région ne tombât progressivement sous influence romaine. L'intégration de la Cappadoce dans l'Empire romain, formalisée en 17 après notre ère sous Tibère, apporta une relative stabilité militaire pendant plusieurs siècles. Cependant, la position frontalière de la Cappadoce avec la Parthie puis avec l'Empire sassanide signifiait que la région restait exposée aux conflits liés à la frontière orientale de Rome. Des invasions sassanides au IIIe siècle, notamment sous Shapur Ier qui pénétra profondément en Anatolie et captura l'empereur Valérien en 260, créèrent des conditions d'insécurité réelles dans plusieurs provinces orientales de l'Empire, y compris des zones proches de la Cappadoce. C'est cependant avec les invasions arabes à partir du milieu du 7e siècle que la Cappadoce connut ses périodes les plus directement documentées de violences militaires intensives. Les armées du califat omeyyade puis abbasside lancèrent des raids répétés en Anatolie centrale à partir des années 640.
Ces raids, connus sous le nom de Saïf ou expéditions d'été dans les sources arabes, se distinguaient des conquêtes permanentes par leur caractère saisonnier et destructeur. Les armées arabes pénétraient en territoire byzantin, ravageaient les récoltes, capturaient des prisonniers pour le marché aux esclaves, pillaient les villages et se retiraient avant les contre-offensives byzantines. Ce type de guerre économique et démographique était particulièrement dévastateur pour les communautés agricoles locales. Les chroniques byzantines documentent des dizaines d'incursions arabes en Cappadoce entre le 7e et le 10e siècle. Des villes comme Caesarea, l'actuelle Kayseri, furent pillées à plusieurs reprises. Des villages furent abandonnés, des populations déplacées et les zones rurales périodiquement vidées de leurs habitants par la peur des raids. C'est dans ce contexte que l'usage intensif de Derinkuyu comme refuge est le mieux documenté par les artefacts byzantins récupérés dans le site. La logique est directe. Une communauté qui sait qu'une armée de raids peut arriver plusieurs fois par génération maintient un refuge souterrain équipé, approvisionné et défendu. Les invasions turques seldjoukides, à partir du XIe siècle, apportèrent une transformation plus profonde de la structure politique de la région. La bataille de Manzikert en 1071, dans laquelle les Seldjoukides écrasèrent l'armée byzantine et capturèrent l'empereur romain IV Diogène, ouvrit l'Anatolie à une pénétration turque massive et durable. La Cappadoce passa progressivement sous contrôle seldjoukide, puis, après la désintégration de ce sultanat, sous la domination des beylikas anatoliens et finalement de l'Empire ottoman au XVe siècle. Cette succession de pouvoirs, chacun avec ses propres pratiques administratives et militaires, créa des conditions d'insécurité récurrentes pour les communautés chrétiennes de Cappadoce qui maintinrent leur identité religieuse et culturelle sous des pouvoirs musulmans successifs. Les sources ottomanes documentent la présence de communautés grecques orthodoxes en Cappadoce jusqu'à l'échange de population de 1923. Les traditions orales de ces communautés, recueillies après leur réinstallation en Grèce, incluent des références à des lieux de refuge souterrains utilisés lors de conflits ou de persécutions intermittentes. Ce panorama des menaces historiques documentées ne prouve pas que chaque phase de construction ou d'expansion de Derinkuyu corresponde à une menace militaire spécifique. Mais il établit que la Cappadoce fut, sur une durée de plusieurs millénaires, une région exposée à des violences extérieures récurrentes et diversifiées. Dans ce contexte, le maintien d'une infrastructure de refuge souterrain de grande capacité n'est pas une réaction à un événement unique, mais une réponse rationnelle et durable à une condition structurelle d'insécurité régionale. L'histoire d'un site archéologique ne se lit pas seulement dans ce qui y fut construit, mais aussi dans ce qui y fut abandonné, et dans les raisons pour lesquelles des populations revinrent après chaque abandon. Derinkuyu, comme tous les sites à occupation longue, présente des traces de cycles d'abandon et de réoccupation qui constituent en elles-mêmes un document historique de première importance. Comprendre ces cycles, même imparfaitement, permet de dépasser l'image statique d'un refuge perpétuellement occupé pour percevoir la dynamique temporelle d'un lieu qui vécut des rythmes alternés d'activités intenses et de silence. Les marqueurs archéologiques de l'abandon sont généralement de nature négative. Absence d'artefacts datables dans certaines couches, présence de sédiments naturels ayant comblé des espaces sans traces d'activités humaines intercalées, détérioration de structures sans réparation visible, obturation de passages sans réouverture documentée. Dans un espace souterrain taillé dans le tuf, l'effondrement partiel de certains couloirs ou plafonds, lorsqu'il ne fut pas suivi d'une restauration, peut indiquer une période d'abandon suffisamment longue pour que la communauté qui aurait normalement entretenu le site n'y soit plus présente. Les fouilles de Derinkuyu ont révélé des preuves d'au moins plusieurs phases distinctes d'occupation intense, séparées par des périodes de moindre activité. Ces phases correspondent grossièrement aux grandes périodes historiques identifiées dans la région, mais les correspondances ne sont pas toujours nettes et les transitions entre phases sont souvent difficiles à dater précisément. L'un des défis méthodologiques spécifiques à ce site est que les réoccupants successifs tendaient à nettoyer, rénover et modifier les espaces plutôt qu'à simplement les réutiliser en l'état, effaçant ainsi une partie des traces des occupants précédents. Un mécanisme récurrent dans l'histoire des refuges souterrains est le phénomène de l'abandon préventif. Une communauté qui perçoit une menace imminente peut choisir de ne pas attendre l'arrivée de cette menace dans son village de surface, mais de se retirer sous terre avant que la situation ne devienne critique. A l'inverse, à la fin de la période de danger, la même communauté remonte à la surface à Bodonino
Dans mon connaissant, t'as en face abandonnant temporairement le complexe souterrain qui retourne à un état de préparation passive, maintenu mais non occupé en permanence. Ce type d'abandon cyclique ne laisse pas les mêmes traces archéologiques qu'un abandon définitif, et il peut être difficile à distinguer d'une occupation continue à faible densité. La relation entre les communautés de Derinkuyu et celle de Kaimakli est particulièrement éclairante dans ce contexte. Le tunnel reliant les deux sites, dont l'exploration complète n'a pas encore été réalisée mais dont l'existence est attestée par les deux extrémités, suggère que les décisions d'occupation et d'abandon pouvaient être coordonnées entre les deux communautés. Une menace provenant d'une direction spécifique pouvait conduire une communauté à se replier vers le complexe de l'autre, ou les deux communautés à converger simultanément dans l'un des sites selon des critères de capacité ou de sécurité relative. Cette coordination implique des communications régulières et des protocoles d'urgence partagés. Les traces d'abandon définitif, ou du moins prolongé, les plus claires dans les niveaux accessibles de Derinkuyu correspondent vraisemblablement à la période suivant les grandes transformations politiques et démographiques de la région après le XIe siècle. L'islamisation progressive de la Cappadoce et la réduction des communautés chrétiennes à des minorités sous protection ottomane modifièrent profondément les conditions dans lesquelles un refuge souterrain de cette envergure aurait pu être maintenu. Une minorité religieuse réduite, même si elle conserve la mémoire de l'existence du refuge, n'a pas nécessairement la capacité démographique et économique d'entretenir un complexe conçu pour abriter des dizaines de milliers de personnes. Le processus par lequel la mémoire de Derinkuyu se maintint ou se perdit dans les communautés locales est lui-même historiquement intéressant. La redécouverte du site en 1963 par un habitant du village de Derinkuyu qui perça accidentellement une paroi souterraine en rénovant sa maison, suggère que la connaissance de l'existence du complexe n'était pas universellement partagée dans la population locale au moment de la découverte. Cela peut indiquer que le site avait été partiellement oublié, ses entrées condamnées ou simplement perdues dans la mémoire locale au fil des générations. Il peut également indiquer que la connaissance était délibérément préservée par un petit nombre de personnes, gardiens informels d'un secret pratique dans un contexte de domination politique potentiellement hostile. Il est documenté que plusieurs familles du village de Derinkuyu utilisèrent des parties des niveaux supérieurs du complexe comme caves pour conserver des aliments et du vin jusqu'à la redécouverte officielle du site. Cette utilisation continue, modeste et utilitaire, sans conscience des dimensions profondes du complexe, illustre comment un site monumental peut se réduire à un usage fonctionnel limité lorsque les conditions qui justifiaient sa pleine utilisation ont disparu. La mémoire collective du site s'était fragmentée. Certains en utilisaient les parties accessibles, d'autres en ignoraient l'existence, et l'intégralité de sa structure n'était plus connue de personne. La réoccupation la plus significative après la période byzantine est paradoxalement non humaine. Des études biologiques conduites dans les galeries de Derinkuyu et de sites souterrains similaires en Cappadoce ont documenté la présence de chauves-souris, d'insectes adaptés à l'obscurité et de champignons spécifiques qui ont colonisé ces espaces pendant les longues périodes d'abandon humain. Cette biologie souterraine constitue en elle-même un indicateur temporel indirect. La présence d'espèces à cycle long et d'écosystèmes microbiens établis suggère des périodes d'occupation biologique continue s'étendant sur plusieurs générations après le départ des derniers humains réguliers. Les cycles d'abandon et de réoccupation de Derinkuyu reflètent ainsi la relation entre une communauté et ses conditions d'existence à un niveau plus profond que la simple réponse à des menaces militaires. Ils reflètent les transformations démographiques, politiques et culturelles de la Cappadoce sur un temps long, les adaptations d'une population à des conditions changeantes et la manière dont la mémoire d'un lieu peut se maintenir, se fragmenter et se reconstituer à travers les générations. Derinkuyu ne fut jamais occupé de manière continue depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui. Il fut habité, abandonné, partiellement réutilisé, oublié, redécouvert et finalement transformé en objet de curiosité contemporaine, chaque phase de cette trajectoire reflétant les conditions historiques de son temps. L'archéologie de Derinkuyu, malgré les décennies de recherches qui ont suivi sa redécouverte en 1963, reste marquée par des lacunes considérables qui rendent toute synthèse définitive prématurée. Ces lacunes ne sont pas simplement des espaces vides attendant d'être comblés par de futures fouilles. Certaines d'entre elles sont structurelles, inhérentes à la nature même du site et aux conditions dans lesquelles il peut être étudié. D'autres reflètent des choix méthodologiques,
des contraintes pratiques ou des priorités institutionnelles qui ont orienté la recherche dans certaines directions au détriment d'autres. Comprendre ces lacunes est aussi important que comprendre ce que nous savons, car elles définissent les contours précis de notre ignorance. La première lacune majeure concerne l'étendue réelle du complexe. Seule une fraction des espaces souterrains identifiés à Derinkuyu a été fouillée, documentée et rendue accessible. Les estimations sur le nombre total de niveaux varient selon les sources entre 18 et 30, les niveaux inférieurs n'ayant pas fait l'objet de fouilles systématiques. Certains couloirs et chambres sont partiellement obstrués par des éboulements naturels, par des déblais non excavés ou par des dispositifs de fermeture anciens dont le dégagement nécessiterait des interventions techniques importantes. Les tentatives de cartographie complète du complexe par des méthodes non invasives, notamment par géoradar et tomographie sismique, ont produit des résultats partiels qui suggèrent l'existence d'espaces significatifs encore inaccessibles ou non documentés. La deuxième lacune concerne le tunnel reliant Derinkuyu à Kaimakli. L'existence de ce tunnel est attestée par les deux extrémités identifiées, mais son tracé complet, son état de conservation et les éventuels espaces intermédiaires qu'il pourrait relier n'ont pas été explorés de manière systématique. Des tentatives d'exploration partielle se sont heurtées à des effondrements, à des espaces de dimension insuffisante pour le passage d'explorateurs équipés et à des problèmes d'autorisation liés à la traversée de propriétés privées en surface. Ce tunnel représente une infrastructure de première importance pour la compréhension des relations entre communautés souterraines en Cappadoce et son exploration demeure un objectif scientifique non atteint. La troisième lacune est chronologique. Comme mentionné dans les sections précédentes, les datations disponibles pour les différentes phases de construction et d'occupation de Derinkuyu restent imprécises et souvent indirectes. Les techniques de datation directe applicables à la roche taillée, notamment la datation par thermoluminescence ou la datation cosmogénique, ont des marges d'erreur importantes pour les périodes concernées et n'ont pas encore été appliquées systématiquement à Derinkuyu dans le cadre d'une campagne de datation complète. Les datations reposent principalement sur les types céramiques et les artefacts récupérés dans les fouilles, avec toutes les incertitudes inhérentes à ce type d'approche dans un espace réoccupé sur de longues durées. La quatrième lacune concerne les artefacts organiques. Le tuf volcanique, bien qu'excellent pour la conservation des structures non minérales, n'est pas particulièrement favorable à la préservation des matériaux organiques comme le bois, les textiles, les cuirs ou les aliments. Les restes botaniques, pourtant précieux pour reconstituer les pratiques agricoles et les ressources alimentaires des occupants, sont rares dans les fouilles de Derinkuyu. Cette absence limite considérablement notre capacité à reconstituer la vie quotidienne dans le complexe, les pratiques alimentaires, les technologies utilisées pour le stockage et la transformation des aliments, et la saisonnalité de l'occupation. Une cinquième lacune, moins souvent mentionnée mais méthodologiquement importante, est l'absence quasi totale d'analyse des restes humains. À la différence de nombreux sites archéologiques qui livrent des sépultures permettant des études ostéologiques et paléogénomiques, Derinkuyu n'a pas fourni de cimetières ou de zones funéraires identifiées dans les espaces fouillés. Cela ne signifie pas que les occupants de Derinkuyu ne mouraient pas dans le complexe, mais que leurs pratiques funéraires semblent avoir impliqué l'inhumation en surface ou dans des espaces souterrains spécifiques non encore identifiés. L'absence de données ostéologiques prive la recherche d'informations précieuses sur la démographie, la santé, les régimes alimentaires et les origines génétiques des populations qui utilisèrent le site. La sixième lacune est historiographique. La recherche sur Derinkuyu a été conduite principalement par des institutions turques avec une participation internationale limitée et une publication des résultats principalement en turc. Cette situation, compréhensible du point de vue de la souveraineté nationale sur le patrimoine archéologique, a cependant limité la circulation des données et des interprétations dans les réseaux académiques internationaux. Certaines fouilles et certains relevés des années 1009, 160 et 1009, 170 n'ont jamais été publiés dans des revues à comité de lecture, leurs résultats restant sous forme de rapports administratifs d'accès limité. Cette fragmentation de la documentation académique constitue un obstacle réel à la synthèse scientifique. Une septième lacune, enfin, concerne les sites souterrains non encore inventoriés de la région. Des études géophysiques récentes suggèrent que la Cappadoce pourrait contenir des dizaines, voire des centaines de structures souterraines de taille variable, dont une fraction seulement a été identifiée et documentée. Des cavités souterraines sont régulièrement découvertes lors de travaux de construction ou d'agriculture dans la région,
certaines d'une taille et d'une complexité susceptibles d'informer significativement notre compréhension du réseau souterrain cappadocien dans son ensemble. La cartographie systématique de ce patrimoine souterrain reste un projet d'envergure à réaliser. Ces lacunes accumulées ne doivent pas être lues comme des défauts d'une recherche négligente. Elles reflètent les difficultés réelles de l'investigation d'un site souterrain de grande complexité dans une région où la pression touristique, les contraintes budgétaires et les priorités institutionnelles variables ont parfois limité les ambitions scientifiques. Elles rappellent également que Derinkuyu, malgré des décennies d'attention académique et populaire, demeure un site partiellement inconnu dont les révélations futures pourraient modifier substantiellement les interprétations actuelles. C'est précisément dans cet espace de lacune que les interprétations les plus spéculatives ont tendance à prospérer. Lorsque les données manquent, l'imagination intervient et les récits populaires sur Derinkuyu prolifèrent dans les zones d'ombre que la documentation archéologique ne remplit pas encore. Prendre la mesure précise de ces zones d'ombre est donc une discipline intellectuelle nécessaire, non pour décourager la curiosité, mais pour lui donner des bases plus solides sur lesquelles s'exercer avec rigueur. Derinkuyu n'est pas une anomalie isolée dans le paysage archéologique de l'Anatolie et du Proche-Orient. Elle s'inscrit dans un ensemble plus large de pratiques architecturales souterraines documentées dans plusieurs régions du monde antique, et cette mise en perspective comparative est indispensable pour évaluer ce qui est véritablement singulier à Derinkuyu et ce qui relève de réponses architecturales plus générales à des conditions humaines récurrentes. Kaymakli, situé à 9 km au nord de Derinkuyu, est le complexe souterrain cappadocien le plus comparable en taille et en structure. Ses niveaux supérieurs, dont 4 sont accessibles au public, présentent une organisation similaire avec des espaces de stockage, des étables, des pressoirs et des zones résidentielles. Les similitudes architecturales entre les deux sites suggèrent soit une tradition constructive commune, soit des échanges de savoir-faire entre les communautés qui les construisirent. La différence principale tient à la profondeur. Kaymakli s'étend principalement en largeur plutôt qu'en profondeur, avec des niveaux moins nombreux, mais des espaces horizontaux plus vastes. Cette différence morphologique pourrait refléter des choix délibérés liés aux caractéristiques géologiques locales ou à des usages distincts des deux complexes. Euskonak, situé à environ 15 km au nord de Kaymakli, est un troisième complexe souterrain cappadocien de taille significative, avec 10 niveaux identifiés. Sa particularité architecturale réside dans la présence de trous percés au-dessus des couloirs principaux, interprétés comme des dispositifs permettant de verser des liquides ou de projeter des objets sur des envahisseurs potentiels progressant dans les passages inférieurs. Cette caractéristique défensive, absente ou non documentée à Derinkuyu, illustre la variété des solutions architecturales développées par les communautés cappadociennes face à des problèmes défensifs similaires. Tatlarine, un site moins connu situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Derinkuyu, présente des caractéristiques qui l'ont conduit à être interprété comme un usage potentiellement différent de l'habitat de masse. Certains archéologues ont suggéré qu'il ait pu servir principalement de dépôt sécurisé ou de refuge pour des objets de valeur plutôt que pour des populations entières, en raison de la configuration de ces espaces intérieurs. Cette diversité fonctionnelle possible entre les différents sites souterrains de la région renforce l'idée que nous avons affaire non pas à un modèle unique, mais à une tradition architecturale adaptable à des besoins variables. Au-delà de la Cappadoce, des comparaisons pertinentes peuvent être établies avec des sites souterrains dans d'autres régions du Proche-Orient. En Jordanie, le site de Petra, bien que principalement connu pour son architecture rupestre, funéraire et monumentale, comprend des espaces souterrains habitables dont l'usage résidentiel est documenté par des textes nabatéens. En Israël et en Palestine, les systèmes de refuges souterrains de la période de la révolte juive contre Rome au 1er et 2e siècle de notre ère, notamment à Hérodion et dans plusieurs sites de la Judée, présentent des caractéristiques défensives comparables aux dispositifs de Derinkuyu. Ces systèmes incluent des puits de communication entre niveaux, des passages dissimulés et des chambres de refuge avec provisions stockées. Les catacombes romaines, bien que généralement associées à un usage funéraire et liturgique plutôt que défensif, constituent un parallèle intéressant du point de vue de l'organisation spatiale et de la signification symbolique des espaces souterrains pour les premières communautés chrétiennes. Les réseaux de catacombes sous Rome et sous plusieurs autres villes méditerranéennes témoignent d'une tradition chrétienne ancienne d'utilisation du sous-sol comme espace communautaire alternatif,
partiellement motivés par la clandestinité religieuse et partiellement par des pratiques funéraires spécifiques. La continuité entre cette tradition catacombaire et les espaces liturgiques souterrains de Derinkuyu n'est pas directe, mais elle s'inscrit dans une sensibilité culturelle partagée autour du rapport entre profondeur, protection et sacré dans les premières communautés chrétiennes. En Asie centrale, les villes souterraines de la région de Fergana en Ouzbékistan et les systèmes de khanat iraniens, bien que fonctionnellement distincts des refuges cappadociens, témoignent d'une tradition plus large d'exploitation souterraine dans les régions semi-arides de l'Eurasie continentale. Les khanats, systèmes d'irrigation souterrains datant de l'Antiquité, reposent sur une technologie de creusement dans la roche similaire à celle utilisée en Cappadoce et témoignent de la diffusion dans une large zone géographique de savoir-faire technique lié à l'excavation souterraine. La question de possibles transferts de connaissances techniques entre ces traditions reste ouverte. Plus à l'est, des villes souterraines partiellement analogues ont été documentées dans d'autres régions volcaniques d'Asie. En Chine, dans la province du Shaanxi, des habitations creusées dans le Loess, appelées Xiaodong, constituent une tradition d'habitat souterrain ou semi-souterrain d'une longévité remarquable, encore pratiquée partiellement de nos jours. Ces structures, bien que moins profondes et moins défensives que Derinkuyu, illustrent que la tendance à utiliser les propriétés isolantes et protectrices de la roche ou du sol pour l'habitat humain n'est pas spécifique à une région culturelle particulière, mais répond à des logiques fonctionnelles universellement accessibles. La comparaison la plus souvent citée dans la littérature populaire sur Derinkuyu, mais qui mérite d'être examinée avec précaution, est celle avec des structures souterraines mythiques ou légendaires, comme les cités souterraines décrites dans des traditions folkloriques diverses. Ces traditions, présentes dans de nombreuses cultures du monde, projettent souvent sur des structures réelles des significations symboliques qui n'étaient pas nécessairement celles de leurs constructeurs. Le risque est de confondre la richesse mythologique associée à un site avec les motivations historiques qui présidèrent à sa construction. Ce panorama comparatif permet d'établir plusieurs points solides. Premièrement, Derinkuyu s'inscrit dans une tradition régionale de refuges souterrains propre à la Cappadoce volcanique, dont plusieurs exemples comparables sont documentés dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. Deuxièmement, des pratiques d'habitat ou de refuges souterrains sont documentées dans diverses régions du Proche-Orient et de l'Asie, témoignant d'une réponse humaine récurrente à des conditions de géologie favorables et de pression externe. Troisièmement, malgré ces parallèles, Derinkuyu se distingue par son ampleur, sa profondeur, la sophistication de ses systèmes défensifs et de ventilation et la durée documentée de son occupation. Cette singularité relative ne peut être entièrement expliquée par des comparaisons régionales. Elle requiert une analyse des conditions locales spécifiques, géologiques, climatiques, politiques et culturelles qui constituent le contexte propre de Derinkuyu. La mémoire est une forme d'archéologie. Elle conserve, transforme, sélectionne et parfois invente, opérant sur le passé avec des outils qui ne sont pas ceux de la fouille, mais dont les produits peuvent être tout aussi révélateurs sur la relation entre une communauté et son histoire. La mémoire culturelle cappadocienne du refuge souterrain constitue une couche supplémentaire dans la compréhension de Derinkuyu, une couche qui n'est pas moins réelle que les artefacts céramiques ou les dispositifs architecturaux, mais dont l'interprétation requiert des méthodes différentes. Les communautés grecques orthodoxes de Cappadoce, dont les ancêtres habitèrent la région depuis l'Antiquité jusqu'aux échanges de population de 1923, constituent la source la plus documentée de mémoire culturelle locale sur les espaces souterrains. Ces communautés, connues sous le nom de Karamanlid ou Cappadociens grecs, parlaient principalement le turc dans leur vie quotidienne mais maintenaient leur identité religieuse et culturelle distincte de la majorité musulmane environnante. Leur tradition orale, leurs légendes locales et leurs pratiques religieuses constituaient un réservoir de mémoire longue qui fut partiellement collecté par des ethnographes et des historiens au XIXe et au début du XXe siècle. Dans ces traditions, les espaces Tutain souterrains apparaissent sous plusieurs formes. Il y a d'abord les caves familiales, ces extensions naturelles des maisons qui permettaient de conserver les aliments, le vin et les objets précieux à l'abri de la chaleur estivale et des regards extérieurs. Ces caves, dont beaucoup correspondaient au niveau supérieur de complexes souterrains plus importants, étaient vécues comme des espaces ordinaires, domestiques,
intégrés dans la vie quotidienne sans dimension particulièrement dramatique. Leur usage régulier maintenait une pratique concrète du souterrain sans nécessairement en activer la dimension de refuge d'urgence. Il y a ensuite les récits de temps de danger, transmis oralement dans les communautés cappadociennes, qui évoquent des périodes où les ancêtres disparurent sous terre pour échapper à des armées ou à des persécutions. Ces récits ont généralement la structure narrative des légendes de survie collective. Une menace arrive, la communauté descend, attend dans l'obscurité et le silence, puis remonte lorsque le danger est passé. La temporalité est souvent vague dans ces récits, les événements présentés comme appartenant à un passé lointain et indifférencié, et les détails géographiques et chronologiques précis sont rares. Cette imprécision est caractéristique de la transmission orale sur de longues durées, où les détails s'effacent, mais la structure narrative et sa leçon centrale se maintiennent. Les témoignages recueillis auprès de réfugiés cappadociens après l'échange de population de 1923, notamment dans les archives de la Petite Asie et dans les collections ethnographiques grecques constituées dans les décennies suivantes, incluent des références à des passages secrets, à des villages entiers capables de disparaître sous terre et à des lieux que les anciens connaissaient et que les jeunes générations n'avaient plus l'occasion d'explorer. Ces témoignages, bien qu'indirects et filtrés par le traumatisme du déplacement, confirment que la connaissance partielle des structures souterraines était encore vivante dans certaines communautés cappadociennes au début du XXe siècle, même si cette connaissance s'était fragmentée et partiellement mythifiée. La dimension religieuse de la mémoire souterraine cappadocienne mérite une attention particulière. Pour les communautés chrétiennes de la région, le sous-sol n'était pas seulement un espace de refuge pratique. Il était aussi associé à des significations théologiques et symboliques liées à la tradition chrétienne ancienne. Les martyrs et les confesseurs de la foi avaient souvent vécu et célébré dans des espaces souterrains, et cette association entre profondeur et fidélité persécutée donnait au refuge souterrain une dimension spirituelle qui dépassait leur fonction utilitaire. Des processions annuelles vers certaines chapelles rupestres de Cappadoce maintenaient vivante une pratique dévotionnelle associée aux espaces souterrains qui remontait vraisemblablement à la période byzantine. Un aspect de la mémoire culturelle cappadocienne qui a reçu moins d'attention académique est la relation entre la géographie souterraine et les pratiques foncières locales. Dans les villages cappadociens, la propriété des caves et des espaces souterrains était souvent distincte de la propriété de la surface et pouvait être transmise séparément, louée ou partagée entre plusieurs familles. Cette complexité foncière témoigne de la valeur économique réelle attribuée aux espaces souterrains dans l'économie locale et elle implique des systèmes de droit coutumier régulant l'accès et l'usage de ces espaces qui ne sont pas sans rapport avec la question plus large de la gouvernance des complexes souterrains dans les périodes d'occupation intensive. La rupture de 1923 constitue un moment de basculement dans la transmission de cette mémoire culturelle. Les communautés chrétiennes de Cappadoce furent transplantées en Grèce dans le cadre de l'échange de population entre la Grèce et la Turquie, mettant fin à une présence continue de plusieurs siècles ou millénia dans la région. Les traditions orales liées aux espaces souterrains se dispersèrent avec les personnes qui les portaient, certaines étant recueillies et conservées, d'autres se perdant dans les difficultés du déplacement et de la réinstallation. La mémoire vivante de Derinkuyu dans les communautés chrétiennes cappadociennes fut ainsi interrompue avant même la redécouverte officielle du site. La population turcophone et majoritairement musulmane qui continua d'habiter la région après 1923 avait ses propres traditions de rapport au sous-sol, différentes mais pas nécessairement discontinues. Les habitants du village de Derinkuyu, qui utilisaient les niveaux supérieurs du complexe comme cave, représentaient une forme de continuité pragmatique avec les usages antérieurs, même sans en partager la mémoire culturelle consciente. La redécouverte de 1963 ouvrit une phase nouvelle dans la relation entre la population locale et son patrimoine souterrain, une phase marquée par la muséification progressive du site et l'émergence d'une identité touristique régionale centrée sur les curiosités géologiques et archéologiques de la Cappadoce. Ce que cette trajectoire de la mémoire culturelle révèle, c'est que Derinkuyu fut simultanément un lieu de mémoire et un lieu d'oubli, conservant dans certains groupes une connaissance partielle de son existence, tout en se perdant entièrement de la conscience collective pendant des périodes variables. Cette alternance entre mémoire et oubli n'est pas spécifique à Derinkuyu,
Elle est caractéristique de la relation entre les communautés humaines et leurs héritages monumentaux de grande échelle, particulièrement lorsque ces héritages ont perdu leur fonction pratique sans avoir encore acquis leur statut de patrimoine reconnu. La redécouverte officielle de 1963 représente ainsi moins une révélation qu'une reconstruction, la réassemblage d'une connaissance fragmentée en un objet cohérent susceptible d'être nommé, daté et présenté au monde. L'histoire des interprétations de Derinkuyu est aussi intéressante, à sa façon, que l'histoire du site lui-même. Les récits que les chercheurs, les journalistes, les guides touristiques et les auteurs populaires ont construits autour de Derinkuyu depuis sa redécouverte en 1963 ont évolué de manière significative, reflétant non seulement les progrès des connaissances archéologiques, mais aussi les modes intellectuels, les contextes culturels et les attentes des publics successifs auxquels ces récits étaient destinés. Examiner ces glissements d'interprétation est un exercice d'histoire de la science et de l'histoire culturelle autant qu'un exercice archéologique. Les premières interprétations de Derinkuyu, formulées dans les années 1960 et au début des années 1970, furent dominées par une lecture défensive. Le site fut présenté principalement comme un refuge militaire, une forteresse souterraine construite pour résister aux invasions. Cette lecture était cohérente avec les dispositifs architecturaux les plus visibles, notamment les pierres de fermeture et les couloirs étroits, et elle correspondait à une tradition historiographique qui tendait à interpréter les grandes constructions de l'Antiquité en termes de motivation politique et militaire. La guerre froide et ses bunkers contemporains fournissaient également un cadre mental dans lequel l'idée d'une population se protégeant sous terre contre une menace extérieure était immédiatement accessible et compréhensible. Cette lecture purement défensive fut progressivement nuancée à partir des années 1980, lorsque des archéologues commencèrent à insister davantage sur les aspects économiques du site. La présence de pressoirs à vin et à huile, de chambres de stockage standardisées et d'étables pour animaux suggérait un usage productif et régulier des espaces souterrains, incompatible avec la vision d'un refuge n'ayant servi que dans des situations d'urgence exceptionnelles. Cette révision conduisit à une interprétation plus nuancée dans laquelle Derinkuyu était vu comme un espace à double fonction. Une infrastructure économique quotidienne doublée d'un refuge d'urgence, ces deux fonctions s'étant renforcées mutuellement sur de longues durées. Dans les années 1990 et 2000, l'intérêt académique pour les aspects liturgiques et religieux du site s'intensifia, stimulé par des fouilles complémentaires dans la zone de la grande salle à colonnes des niveaux inférieurs. Les interprétations de cette salle évoluèrent d'une simple salle de rassemblement vers une lecture plus spécifiquement liturgique, certains chercheurs suggérant qu'elle aurait pu servir d'école missionnaire ou de séminaire pour la formation du clergé cappadocien pendant la période de domination arabe. Cette hypothèse, bien que difficile à vérifier directement, s'appuya sur des parallèles avec d'autres sites monastiques rupestres de la région, notamment les nombreuses églises et monastères creusés dans la roche de la vallée de Jérémie, dont les peintures byzantines constituent l'un des ensembles les mieux préservés de l'art religieux de cette période. L'émergence des études paléoclimatiques comme outil d'analyse historique à partir des années 2000 introduisit une nouvelle dimension dans l'interprétation de Derinkuyu. Les corrélations entre les épisodes de stress climatique documentés dans les carottes de sédiments lacustres anatoliens et les phases d'occupation intensive présumées des complexes souterrains cappadociens devinrent un axe de recherche actif. Ces corrélations suggèrent que les motivations à creuser et à occuper des refuges souterrains n'étaient pas seulement militaires ou religieuses, mais pouvaient aussi être en partie climatiques et économiques, liées à la nécessité de gérer des ressources alimentaires dans des périodes de stress environnemental. Cette lecture multicausale représente un progrès interprétatif significatif par rapport aux explications monofactorielles des premières décennies. Parallèlement aux évolutions académiques, l'interprétation populaire de Derinkuyu prit des trajectoires très différentes. À partir des années 1970, le site commença à attirer l'attention de courants pseudo-scientifiques associant les grandes constructions de l'Antiquité à des civilisations extraterrestres ou à des technologies perdues. Dans ce cadre interprétatif, la sophistication de Derinkuyu était présentée comme dépassant les capacités techniques supposées des populations anciennes, requérant donc une explication externe. Ces lectures, sans fondement archéologique, eurent néanmoins un impact sur la perception populaire du site et contribuèrent à sa médiatisation internationale,
parfois au détriment d'une compréhension historiquement fondée. Une autre dérive interprétative, moins spectaculaire mais plus insidieuse, fut la tendance à présenter Derinkuyu comme la réponse à une menace singulière et dramatique, un événement catastrophique unique qui aurait soudainement poussé des milliers de personnes à s'enfoncer sous terre. Cette narrativisation dramatique, prévalente dans les documentaires télévisés et les articles de presse grand public, simplifie et déforme la réalité historique d'un site construit et utilisé sur des siècles selon des logiques multiples et évolutives. La quête d'une explication unique et narrative à Derinkuyu révèle plus les attentes cognitives des publics modernes que la réalité archéologique du site. Le glissement interprétatif le plus récent et le plus prometteur est celui qui intègre Derinkuyu dans une analyse de la résilience communautaire de longue durée. Des chercheurs en histoire environnementale et en archéologie des conflits ont commencé à aborder Derinkuyu non plus comme une réponse à des crises spécifiques, mais comme une infrastructure de résilience, un investissement collectif dans la capacité d'une communauté à survivre à des perturbations récurrentes qu'elle n'anticipait pas individuellement mais dont elle avait appris à attendre le retour régulier. Cette approche, influencée par les théories contemporaines de la résilience sociale et écologique, offre un cadre analytique plus cohérent avec la nature multigénérationnelle de la construction du site. Ces glissements successifs d'interprétation ne convergent pas vers une vérité finale. Ils reflètent l'évolution des outils disponibles, des questions posées et des contextes intellectuels dans lesquels la recherche s'inscrit. Derinkuyu continue de résister à toute synthèse définitive, non parce qu'il cache des secrets, mais parce que sa complexité réelle dépasse les capacités des cadres analytiques disponibles à un moment donné. Chaque nouveau glissement interprétatif ne résout pas la question précédente. Il la reformule en l'élargissant, ajoutant une couche supplémentaire à la compréhension d'un site qui, comme les strates géologiques de sa roche, porte en lui les traces de toutes les périodes qui l'ont traversé. Arrivé aux limites de l'évidence disponible sur Derinkuyu, c'est arrivé au bord d'un territoire que la discipline archéologique ne peut pas encore traverser avec les outils dont elle dispose. Ce bord n'est pas fixe. Il se déplace à chaque nouvelle fouille, à chaque nouvelle technique d'analyse, à chaque publication de données précédemment inédites. Mais à l'instant présent, ce bord définit ce que nous pouvons affirmer avec une confiance raisonnée et ce que nous ne pouvons pas encore affirmer sans franchir la ligne qui sépare l'interprétation fondée de la spéculation non bornée. La première limite fondamentale est celle de la datation. Nous savons que Derinkuyu fut occupé intensivement pendant la période byzantine, vraisemblablement entre le IVe et le Xe siècle de notre ère, sur la base des artefacts les mieux documentés récupérés dans le site. Nous supposons, sur la base d'analogies régionales et de logiques historiques, que des phases d'occupation antérieures existent, probablement associées aux périodes phrygiennes et peut-être hittites. Mais nous ne disposons pas de datation directe et précise pour les phases de creusement initiales ou pour les expansions successives du complexe. Cette incertitude chronologique n'est pas réductible à un problème technique en attente de solution. Elle reflète la nature intrinsèque de la roche taillée comme support archéologique qui efface les marqueurs temporels plus systématiquement que les dépôts sédimentaires de surface. La deuxième limite concerne les motivations des constructeurs. Nous pouvons identifier des contextes historiques dans lesquels l'existence et l'usage de refuges souterrains étaient rationnellement motivés. Instabilité politique, invasion récurrente, stress climatique, gestion des ressources alimentaires. Nous ne pouvons pas entrer dans les décisions collectives des populations qui creusèrent Derinkuyu pour déterminer lesquels de ces facteurs furent prépondérants à chaque phase de construction. La multiplicité des contextes plausibles est elle-même une limite. Quand plusieurs explications sont également cohérentes avec les données disponibles, l'archéologie ne peut pas, seule, les départager. La troisième limite est démographique. Les estimations de la capacité d'accueil de Derinkuyu varient considérablement selon les méthodes de calcul et les hypothèses retenues. Nous ne savons pas combien de personnes utilisèrent réellement le site simultanément, ni pendant combien de temps, ni avec quelle régularité. Les traces d'occupation suggèrent des utilisations intenses et prolongées, mais la densité démographique réelle de ces utilisations échappe aux données disponibles. Cette incertitude démographique est cruciale car elle conditionne toute évaluation de la signification sociale du site. Un refuge pour quelques centaines de personnes est une infrastructure communautaire locale. Un refuge pour plusieurs milliers est un équipement régional requérant des structures politiques et logistiques d'une toute autre envergure. La quatrième limite est sociale et politique.
Nous avons argumenté dans les sections précédentes que Derinkuyu impliquait des formes d'organisation collective et d'autorité politique. Mais la nature précise de ces formes, leur articulation avec les structures politiques régionales contemporaines et leur évolution au fil des phases d'occupation successives reste largement inconnue. L'archéologie de Derinkuyu n'a pas produit d'équivalent des tablettes de Kültepe pour la période cappadocienne, pas d'archives administratives, pas de registre de décisions collectives, pas de liste d'occupants. Cette absence de documentation administrative est la norme pour les sites ruraux de l'Antiquité et du Moyen Âge, mais elle laisse un vide significatif dans notre compréhension de la gouvernance interne du complexe. La cinquième limite est celle de la continuité. La question de savoir si Derinkuyu fut le produit d'une tradition constructive continue depuis ses origines jusqu'à son abandon tardif, ou si elle fut redécouverte, réinventée et reconstruite par des populations successives qui n'avaient pas de lien direct avec les constructeurs précédents, ne peut pas être résolue avec les données actuelles. Cette question n'est pas purement académique. Elle conditionne l'interprétation de la cohérence architecturale du site. Est-elle le produit d'une tradition technique transmise sur des générations ou d'une logique fonctionnelle commune qui conduit des constructeurs indépendants à des solutions similaires face aux mêmes contraintes ? La sixième limite est celle du réseau. Nous savons que Derinkuyu était connectée à Kaimakli par un tunnel et qu'elle s'inscrivait dans un ensemble plus large de sites souterrains cappadociens. Mais l'étendue exacte de ce réseau, la nature des relations entre ces différents nœuds et les structures de coordination qui le rendaient fonctionnel restent partiellement inconnues. Des méthodes géophysiques non invasives pourraient me permettre de cartographier des connexions souterraines non encore identifiées entre différents sites, mais ces études systématiques n'ont pas encore été conduites à une échelle suffisante pour produire une image complète du réseau souterrain cappadocien. La septième limite est épistémologique. La popularité croissante de Derinkuyu comme destination touristique et comme sujet de documentaires et d'articles grand public a créé une masse considérable de littérature secondaire et tertiaire qui recycle et amplifie souvent les mêmes hypothèses sans retourner aux données primaires. Démêler ce que nous savons réellement de ce que nous répétons depuis des décennies sans vérification est un exercice de critique des sources qui n'a pas encore été conduit de manière systématique pour la littérature sur Derinkuyu. Certaines affirmations couramment répétées sur le site, notamment les chiffres de capacité d'accueil, les datations précises et les descriptions de certains dispositifs architecturaux, mériteraient une vérification systématique par rapport aux rapports de fouilles originaux. Ces limites accumulées définissent non pas l'échec de la connaissance, mais ses contours actuels. Derinkuyu reste un site dont la compréhension est fondamentalement incomplète, non par défaut de curiosité ou d'effort, mais parce que les questions qu'il soulève dépassent la capacité des données disponibles à y répondre avec la précision que nous souhaiterions. Cette incomplétude est une invitation à la poursuite de la recherche, à l'application de nouvelles méthodes et à la modestie intellectuelle dans la formulation de conclusions. Elle n'est pas une invitation à combler les lacunes avec de la spéculation non fondée. C'est peut-être la leçon la plus difficile que Derinkuyu impose à ceux qui l'étudient. Apprendre à s'arrêter au bord de l'évidence sans franchir vers la certitude que les données n'autorisent pas. Il y a un moment, dans toute exploration de Derinkuyu, où les questions cessent momentanément de se formuler. Ce n'est pas un moment de réponse, c'est un moment de présence. On se trouve dans un couloir de tuf, à plusieurs mètres sous la surface de la plaine cappadocienne, et la roche parle autrement que par les informations qu'elle contient. Elle parle par sa texture, par la régularité de sa température, par le silence particulier des espaces creusés dans la matière volcanique. Ce silence n'est pas l'absence de son. C'est un son propre, une densité acoustique que les constructions de surface ne produisent pas de la même manière. Ce retour aux matériaux, après le long parcours analytique que représentent les 14 sections précédentes, n'est pas une capitulation devant l'incompréhension. C'est un rappel de ce qui fonde toute la réflexion précédente. Une roche, des outils, des mains humaines et une intention que nous ne connaissons qu'imparfaitement mais dont la trace matérielle demeure avec une clarté remarquable. Les marques laissées par les outils dans les parois de tuf sont encore visibles dans certaines sections du complexe. Des rainures régulières, des surfaces travaillées en rythme témoignent de personnes qui travaillèrent ici avec une technique maîtrisée, probablement en équipe organisée, selon des plans que nous ne pouvons que partiellement reconstituer. La stabilité thermique de la roche est l'un des premiers faits physiques que ressent quiconque descend dans Derinkuyu. 13 degrés en toute saison,
tandis que la surface alterne entre des hivers glaciaux et des étés torrides. Cette constance n'est pas symbolique, elle est physique, mesurable, et elle explique à elle seule pourquoi des communautés humaines pouvaient souhaiter maintenir un accès régulier à ces espaces indépendamment de toute urgence dramatique. La tentation d'interpréter Derinkuyu uniquement à travers le prisme de la peur et de la catastrophe est précisément ce que cette constance thermique contredit. Le sous-sol cappadocien offre un avantage positif, pas seulement une protection négative. L'eau du puits, profond, qui descend sur plus de 50 mètres avant d'atteindre la nappe phréatique, est froide et douce. Elle était accessible depuis tous les niveaux du complexe via les galeries de circulation verticale. Cette accessibilité hydraulique est l'une des conditions fondamentales de l'habitabilité prolongée du site, et elle témoigne d'une compréhension pratique de l'hydrogéologie locale que les constructeurs acquirent nécessairement avant ou pendant les premières phases d'excavation significatives. On ne creuse pas à 50 mètres de profondeur sans savoir, au moins empiriquement, que l'eau se trouve à cette profondeur. Les pierres de fermeture, ces disques de basalte noir qui peuvent être roulés pour bloquer les passages depuis l'intérieur, reposent dans certaines sections du complexe contre les parois où elles furent déposées lors du dernier usage documenté. Leur poids est immédiatement perceptible pour quiconque tente de les déplacer, même avec les moyens modernes. Leur efficacité défensive est évidente, mais elle suppose quelque chose de plus qu'une technique. Elle suppose une décision. Quelqu'un choisit, à un moment donné, de rouler cette pierre. Ce geste implique une évaluation de la situation, une communication avec d'autres membres de la communauté, un accord sur la nécessité de se barricader. Ce geste simple contient toute la dimension politique et sociale que nous avons tenté d'explorer dans les sections précédentes. Les croix gravées dans les parois des niveaux inférieurs, creusées probablement par des mains byzantines, sont petites. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles semblent plutôt marquer une présence, affirmer une identité dans un espace qui aurait pu n'être que fonctionnel. Ces croix constituent peut-être la trace la plus intime laissée par les occupants de Derinkuyu. Non pas une architecture, non pas un artefact, mais un signe gravé par une personne qui voulait que cet espace sache qu'elle y avait été, qu'elle avait prié, attendu, espéré remonter à la surface. La salle à colonnes, du niveau profond, avec ses piliers taillés dans la roche et son espace suffisamment vaste pour rassembler plusieurs dizaines de personnes, conserve une qualité acoustique particulière. Les voix portent différemment dans cet espace que dans les couloirs adjacents, la roche réfléchissant le son d'une manière qui amplifie légèrement les fréquences humaines. Si cette salle servit effectivement à des rassemblements liturgiques ou à l'enseignement, comme certains chercheurs le suggèrent, cette qualité acoustique n'est peut-être pas accidentelle. Elle pourrait refléter une attention aux propriétés sonores de l'espace de la part de ceux qui le creusèrent ou qui en supervisèrent l'aménagement. La question posée par le titre de ce documentaire, ce qui terrifia suffisamment les humains anciens pour construire ceci, ne reçoit pas de réponse unique en redescendant dans le tuf. Elle reçoit quelque chose de plus complexe et de plus honnête, une pluralité de contextes, de motivations, de nécessités superposées sur des siècles qui ensemble expliquent non pas un geste de peur, mais une tradition d'adaptation. Les humains qui creusèrent Derinkuyu n'étaient pas tous terrorisés au même moment par la même menace. Certains creusèrent pour stocker du vin, d'autres pour abriter des chevaux, d'autres encore pour fuir une armée, d'autres enfin pour prier dans un espace que la profondeur protégeait de la violence de surface. La peur fut certainement présente dans cette histoire. Elle fut probablement l'un des moteurs les plus puissants de certaines phases d'expansion du complexe. Mais réduire Derinkuyu à la peur, c'est réduire ses constructeurs à des victimes passives de leur environnement, alors que l'architecture elle-même témoigne d'acteurs capables de planification à long terme, de coordination complexe et d'investissement durable dans une infrastructure collective. Ce ne sont pas des gens qui fuyaient, c'est une communauté qui construisait, en remontant vers la surface, en traversant les niveaux successifs du complexe pour retrouver la lumière naturelle de la plaine cappadocienne, on emporte avec soi non pas la réponse à l'énigme de Derinkuyu, mais une conscience plus précise de ce que cette énigme contient réellement. Elle contient de la géologie volcanique et de la mémoire chrétienne. Elle contient des raids arabes et des récoltes de raisins. Elle contient des pierres lourdes roulées dans l'obscurité et des croix gravées dans la roche à la lueur d'une lampe. Elle contient des siècles de vie ordinaire et de moments extraordinaires, tissés ensemble dans une roche, qui les conserve tous avec la même équanimité. Derinkuyu reste là, sous la plaine, à 13 degrés constants, attendant les fouilles à venir,
les techniques nouvelles, les questions que nous ne savons pas encore formuler. La roche ne répondra pas à la place des archéologues, mais elle gardera les traces de tout ce qui s'y passa, avec la patience propre à la matière volcanique qui n'a pas d'urgence et qui a tout le temps du monde.